Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue autrefois dans notre chaîne QHSE Academy. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre formation de fin avril à demi-mai 2020. C'est une formation relative à la conception et la réalisation des tableaux de bord et outils de pilotage de la performance. Au cours de cette formation, il sera question pour nous de voir dans les moindres détails comment on conçoit et met en œuvre un système de pilotage depuis la définition de la stratégie jusqu'à la surveillance et la revue des systèmes de pilotage en passant par la conception, l'intégration et le déploiement du tableau de bord. Le module d'aujourd'hui est le second module d'une série de 6 modules et est intitulé Comment définir les indicateurs pertinents pour mesurer l'efficacité du système de management. La formation sera animée par moi-même. Je me nomme Buchu Wadbo Yvan, je suis titulaire d'un master en QHSE. Je suis formé en entrepreneuriat et montage des projets. Je suis concepteur et développeur de pages web. Je suis également concepteur et développeur qualifié en tableau de bord et outils de pilotage de la performance. J'ai également suivi d'autres formations dans les métiers de l'environnement et du développement durable, ainsi que dans le domaine du digital. Tout premièrement, avant de commencer, j'invite toute personne ne s'étant pas encore abonné à cette chaîne de bien vouloir s'abonner et d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir en temps réel les différentes vidéos de formation en ligne ainsi que les packages de documents que nous mettons à la disposition de nos apprenants. J'invite également toute personne qui a eu à s'abonner à cette chaîne et qui, malgré tous mes efforts, n'a pas pu entrer en possession du premier package de documents, de m'écrire IB sur Messenger pour entrer en possession dans les minutes qui suivront de son package de documents. Et pour avoir accès au second package de documents, le package relatif au module d'aujourd'hui, j'ai mis le lien de téléchargement en description de la vidéo d'hier, c'est-à-dire la vidéo du premier module de formation. Avant de commencer, nous allons premièrement d'abord rappeler quels sont les différents modules de cette formation. Comme nous l'avons dit plus tôt, cette formation a pour but de voir dans les moindres détails comment on conçoit et met en œuvre un système de pilotage de la performance. Et pour parvenir à cet objectif, nous avons reparti la formation en 6 modules ordonnancés comme suit. Le premier module, qui est le module qui est passé hier sur notre chaîne, je vous invite à aller consulter le 10 modules, était intitulé Le déploiement des objectifs stratégiques. Le second module qui fait office de module d'aujourd'hui est intitulé Comment définir des indicateurs pertinents pour mesurer l'efficacité du système de management. Après avoir vu comment on définit les objectifs stratégiques, comment on les déploie, et après avoir vu comment définir les indicateurs pertinents, nous verrons en troisième module comment consolider les indicateurs les plus représentatifs au sein du système au sein d'un unique document que l'on appelle le tableau de bord. En quatrième module, nous parlerons des principaux modes de représentation des indicateurs au sein du tableau de bord. Et en cinquième module, nous verrons maintenant comment concevoir un tableau de bord avec Excel, c'est-à-dire la méthodologie à mettre en œuvre pour pouvoir faire de jolis tableaux de bord comme ceux que je vous ai envoyés hier et aujourd'hui avec Excel. Et en fin de module, nous verrons comment mesurer l'efficacité d'une démarche de gestion des connaissances. Le module 2 se déroulera comme suit. Premièrement, nous ferons une révision du premier module. Secondairement, nous verrons quelques notions importantes. Et en troisième lieu, nous verrons comment définir les objectifs pertinents pour nos indicateurs. Et en quatrième lieu, nous verrons quelques exemples d'indicateurs. Nous allons, avant de débuter la formation, faire un rappel du module qu'on a présenté hier. Le module 1 qui était intitulé Déploiement stratégique des objectifs. Et durant ce module, il avait été question pour nous de voir quelle est la méthodologie à adopter pour pouvoir définir et fixer nos objectifs premièrement. Et secondairement, nous avons vu comment déployer ces objectifs au sein de l'entreprise. Nous tenons à revenir sur deux aspects importants que nous avons abordés lors de ce module. Le premier aspect ici qui est la définition des objectifs stratégiques. Les objectifs fixés par les responsables de l'entreprise sont ou devraient être issus de l'enchaînement d'étapes ci-dessous. Après que les dirigeants ont établi les missions, la vision et la valeur de l'entreprise, il conviendra maintenant
qu'ils établissent ou définissent une stratégie. La stratégie ici étant le plan d'action que détermine l'entreprise pour s'aligner sur sa vision. La vision étant ce que l'entreprise veut devenir ou ce que l'entreprise se projette. Et en deuxième lieu, après avoir défini la stratégie, on devra établir une politique. La politique est généralement rédigée par la direction. Cette direction va définir une politique qui soutient sa stratégie et qui définit ses intentions et orientations. Cette politique va permettre de fixer les objectifs pour chaque processus ou pour tout le système de management, ainsi de déterminer les cibles mesurables. Et à partir des axes de la politique qualité, on va pouvoir décortiquer chaque axe et faire ressortir des objectifs. Ces objectifs qui nous permettront de statuer sur la bonne marge de l'entreprise vis-à-vis de ces objectifs de développement. Nous avons également vu comment on fixe un objectif. Nous avons vu que pour fixer un objectif, il devrait être SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Après avoir vu comment on définit et on fixe les objectifs, nous avons également abordé comment on déploie les objectifs stratégiques. Et pour faire cela, nous sommes servis de la méthodologie Oshin-Kanri, qui est la méthodologie du célèbre professeur Ishikawa, connu beaucoup plus pour son outil, les 5M. Qu'est-ce que le Oshin-Kanri? Comme nous l'avons dit hier, le Oshin-Kanri, qui est également appelé déploiement de stratégie, est une méthode qui va permettre de s'assurer que tous les objectifs stratégiques d'une entreprise favorisent le progrès et les actions à tous les niveaux de l'entreprise. Cela élimine le gaspillage qui provient d'une direction incohérente et d'une mauvaise communication. Maintenant, comment mettre en œuvre le Oshin-Kanri? Pour mettre en œuvre le Oshin-Kanri, il est important de respecter la méthodologie suivante. Premièrement, il faut créer un plan stratégique. Le Oshin-Kanri commence par un plan stratégique. Le plan stratégique peut être un plan annuel qui est élaboré par la direction pour promouvoir les objectifs à long terme de la société. Deuxièmement, il faut développer les tactiques. Au niveau maintenant des départements, intermédiaires, les responsables de chaque niveau vont développer des tactiques permettant de mieux atteindre les objectifs qui ont été fixés par la direction. C'est-à-dire, la direction fixe des objectifs. Maintenant, la direction, en concertement avec les responsables des niveaux intermédiaires, vont pouvoir développer des tactiques pour pouvoir arriver aux dits objectifs. Et troisièmement, on va passer à l'action. Au niveau maintenant de l'usine, les superviseurs et les chefs d'équipe élaborent les détails opérationnels pour mettre en œuvre la tactique exposée par les cadres moyens. C'est-à-dire, après que les responsables de niveau intermédiaire ont établi la tactique, il reviendra maintenant au superviseur, au chef d'équipe de rendre opérationnel la tactique qui avait établie par les responsables de niveau intermédiaire. Et en dernière étape, il faut réviser et ajuster. Cela consiste à faire circuler l'information dans l'autre sens, c'est-à-dire du chef d'usine pour le responsable de niveau intermédiaire, pour la direction. Cela va créer une boucle informationnelle qui va nous permettre de réviser et d'ajuster nos objectifs stratégiques. Nous tenons également à aborder un aspect important que nous avons vu qui consiste à l'adhésion. Il faut impliquer le maximum d'employés dans la mise en place des objectifs stratégiques et s'assurer aussi que le plus grand nombre d'eux ont la possibilité de comprendre pourquoi les objectifs stratégiques sont importants et comment la tactique et les détails opérationnels soutiennent cette tactique. C'est ça qu'on appelle l'implication du personnel. Toute démarche d'amélioration continue sera réellement effective si l'ensemble des participants comprennent de quoi il est réellement question. Pour maintenant entrer dans le développement du module concrètement, nous allons premièrement aborder quelques notions importantes. Nous aborderons premièrement la notion d'indicateur. Un indicateur est une information ou un ensemble d'informations contribuant à l'appréciation d'une situation par le décideur. C'est un outil de pilotage et d'aide à la décision. Certains se demandent bien sûr pourquoi on utilise les indicateurs clés de performance de
de processus. Ces indicateurs de performance de processus ont des utilités aussi multiples que diverses. Premièrement, ils peuvent fournir au gestionnaire les informations dont il a besoin à chaque étape de processus. C'est-à-dire, à base des indicateurs, le gestionnaire pourra savoir que si je veux par exemple mesurer le stock en ligne, l'indicateur me permet de savoir quelle information j'ai réellement besoin. Secondairement, ils permettent une meilleure prise de décision car grâce aux indicateurs, nous pouvons disposer d'informations pertinentes nécessaires pour la prise de décision. Ils servent également à mesurer le niveau d'excellence d'une entreprise. Et enfin, l'indicateur de performance va nous permettre de créer des tableaux de bord rassemblant toutes les informations disponibles et donne aussi une vue panoramique sur les différents processus de l'entreprise. C'est-à-dire, grâce aux indicateurs, on peut concevoir les tableaux de bord. Et comme nous verrons dans le module précédent, les tableaux de bord nous permettent d'avoir une vue globale sur le processus ou même sur l'entreprise ou même sur une activité. Nous allons maintenant voir que dit la norme vis-à-vis de ces indicateurs. La FNOR a édité un fascicule qui est appelé la FDX 50. Je vous enverrai ce fascicule dans le troisième package de documents, c'est-à-dire je vous l'enverrai demain matin. Je mettrai le lien demain matin. Dans ce document, on présente comment mettre en œuvre un système d'indicateurs pour mesurer la performance des systèmes de management. Ce fascicule nous présente le cycle de vie d'un indicateur et comment on pilote un système d'indicateurs. Mais ce fascicule n'apporte ni outils ni méthodes concrètes pour déterminer quels sont les indicateurs pertinents. Nous allons donc voir dans ce module quelles sont les principales qualités d'un indicateur et comment on conçoit des indicateurs adaptés à ses besoins. Car nous pouvons bien le dire, il n'est pas du tout difficile de trouver des indicateurs types. Mais trouver des indicateurs à ses besoins demande un peu plus de réflexion. En continuité de nos notions importantes, nous verrons quels sont les différents types d'indicateurs. Nous tenons à préciser qu'il existe une panoplie d'indicateurs. Durant cette formation, nous en citerons quelques, à savoir, premièrement, nous avons les indicateurs de moyens. Ces indicateurs vous renseignent sur les moyens mis en œuvre pour atteindre des objectifs. Ces moyens peuvent être des moyens financiers, des moyens humains, des moyens matériels ou même informationnels. En second module, en second indicateur plutôt, nous verrons les indicateurs révélateurs ou indirects. Ces indicateurs vont vous permettre de détourner un indicateur de sa source d'information première pour évaluer sur un impact qui a priori n'est pas le but visé. Pour prendre un exemple éclairci d'aucuns, on peut prendre par exemple l'indicateur du taux d'absentéisme. Nous savons tous que le taux d'absentéisme est un indicateur de santé et sécurité au travail, mais il peut être également utilisé par la direction des ressources humaines pour voir le degré de motivation des employés. En troisième type d'indicateur, nous avons par exemple les indicateurs de leadership sur un marché. Ce sont des indicateurs qui constituent les petits secrets des entreprises qui surpassent leurs concurrents. On a par exemple le pourcentage du budget alloué aux ressources et au développement qui nous permet de créer des produits novateurs nous permettant de conserver une avance sur nos concurrents. Et en quatrième type d'indicateur, nous avons aussi les indicateurs de performance qui est le principal type d'indicateur sur lequel nous allons nous attarder durant ce module. Ce type d'indicateur va vous renseigner sur les niveaux d'efficacité de votre processus. On peut par exemple prendre ici comme exemple le pourcentage de marge brute dégagé sur un produit ou même par exemple la durée nécessaire à la production d'un composant électronique. En cinquième lieu, nous avons ici les indicateurs d'efficience. Ce sont des indicateurs qui vont vous renseigner plutôt sur votre capacité à améliorer le ratio résultat obtenu moyen employé. Par exemple, la durée des investissements qui ont été nécessaires pour concevoir un vêtement et le produire à 1 million d'unités. Et en sixième et dernier indicateur, nous avons les indicateurs seuil. Ces indicateurs vont vous permettre de surveiller, de réagir lorsque votre mesure atteint un niveau critique. Nous pouvons prendre par exemple le nombre
de matériaux ou le nombre de cartons de produits disponibles au magasin. Cela va nous dire que dès que le niveau de carton atteint un nombre, il est critique. Maintenant, en continuité des notions de base, nous verrons combien d'indicateurs nous devons avoir par processus. Le nombre minimum d'indicateurs est d'un. Et je tiens à préciser, nous mettrons un indicateur pour un processus lorsque cet indicateur est véritablement révélateur de la performance globale de votre processus. Car il ne suffit pas de dire, oui, j'ai été malin, j'ai trouvé juste un indicateur pour mon processus. Le but est de savoir, est-ce que les indicateurs que j'ai trouvés pour mon processus me révèlent véritablement la performance globale de mon processus? Est-ce qu'ils me permettent de pouvoir vraiment prendre des décisions au moment opportun? Comme nous l'avons dit au début, les nouveaux enjeux du pilotage est de passer avant, on faisait un processus et à la fin, on contrôlait, c'est-à-dire on contrôlait le contrôle qualité. Actuellement, nous ne sommes plus là au contrôle, nous sommes là au pilotage, c'est-à-dire on met un processus et on pilote ce processus. On n'attend plus la fin, par exemple, pour dire c'était bon, c'était pas bon, on va faire mieux prochainement. Il s'agit ici de suivre le processus au fur et à mesure qu'il avance. Attention, je voulais donner deux cas dans lesquels si on se trouve, il faudrait un peu faire attention. Le premier cas ici, c'est si vous avez un ou plusieurs indicateurs dans votre processus, mais ce ne sont que des indicateurs de moyens. Cela n'est pas bon. Pour cela, il vous faut ajouter un indicateur servant à vous donner une idée de sa performance. On pourra ajouter ici, par exemple, un indicateur d'efficience pour pouvoir voir la performance globale du processus. Et en second lieu, vous avez un seul indicateur pour ce processus. Et cet indicateur est basé uniquement sur les enquêtes de satisfaction des clients. Nous savons tous que l'entreprise et toute démarche qualité a pour but de satisfaire le client. Le client étant au cœur même de l'entreprise. Mais souvent, le client n'a pas une vue objective de votre organisation. Ça veut dire qu'on ne peut pas seulement fixer la performance de notre processus sur les enquêtes que nous avons menées auprès du client. Cela aide bien, mais le client n'ayant pas une vision objective de notre organisation, on ne pourra pas donc principalement se fonder sur ce sondage revenu des clients pour voir si notre processus fonctionne bien ou mal. Et en cinquième lieu, nous verrons quels sont les principes sur lesquels s'appuyer pour choisir nos indicateurs. Pour choisir nos indicateurs pertinents, on a la possibilité d'utiliser plusieurs méthodes. Dans le cas de ce module, nous aborderons principalement quelques aspects ou quels principes est-il nécessaire pour pouvoir définir un indicateur. Premièrement, l'indicateur doit être SMART. Dans SMART, nous voyons le S. Le S veut dire simple. Un indicateur doit pouvoir être calculé avec les 4 opérations élémentaires, c'est-à-dire addition, soustraction, multiplication, division. On ne doit pas prendre les indicateurs que pour les calculer. Il faudrait être mathématicien. Cela vous permet d'y intégrer les notions de moyenne et de pourcentage. Deuxièmement, un indicateur doit être mesurable. Donc, le résultat doit pouvoir être objectivable. Donc, pas d'opinion ou de constatation. On ne doit pas dire qu'un indicateur, son chiffre, c'est bon ou mauvais. Non, il faut qu'on ait la mesure. On ne doit pas avoir des observations à faire. L'indicateur doit être chiffré. Et en troisième lieu, l'indicateur doit être accessible. La lecture du résultat ne doit pas laisser de doute. Et chaque personne de l'entreprise devrait pouvoir lire et interpréter ce chiffre. Et en quatrième lieu, l'indicateur devra être atteignable en droite ligne avec la finalité de l'objectif. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire de fixer des indicateurs qui ne vont pas nous permettre de voir réellement quelle est la finalité de ce processus. Et enfin, l'indicateur devra être temporel, dont la fréquence de mise à jour permet d'avoir une alerte suffisamment rapide pour nous alerter avant qu'il ne soit trop tard. Comme nous l'avons dit, l'indicateur doit pouvoir permettre la prise de
de décision. Il ne doit pas être orienté constant. Il doit réellement nous permettre de prendre des décisions au moment opportun. Et en petit 6, nous verrons comment concevoir des indicateurs adaptés à ces besoins. Un bon indicateur qui est adapté aux besoins de l'entreprise doit disposer de 3 qualités. Il doit disposer premièrement une bonne simplicité, deuxièmement une bonne représentativité et troisièmement il doit être opérationnel. Donc, on va prendre premièrement parler de la simplicité d'un indicateur. Un bon indicateur doit être compris du plus grand monde. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien de se faire des indicateurs que seul, par exemple, la direction, les responsables pourraient comprendre. Nous devons faire des indicateurs que même l'opérateur de l'usine puisse comprendre de quoi il est réellement question. Ceci s'inscrit aussi dans le déploiement des objectifs stratégiques et l'adhésion de l'ensemble de l'entreprise pour que tout le monde puisse voir dans une même direction. Il convient donc de privilégier les modes les plus simples pour caractériser la performance d'une situation, d'une activité ou d'un processus. Deuxième qualité d'un indicateur, c'est la représentativité de celui-ci. Il ne doit pas y avoir de débat possible sur la mesure pour y parvenir. Un indicateur doit être exhaustif et quantifiable. L'indicateur idéal serait par exemple le résultat affiché par un compteur électrique à la fin de la journée sur une ligne électrique, sur une ligne de production, autant pour moi. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'indicateur est parfois difficile à définir. Alors, à défaut de rechercher le Graal, n'hésitez pas à coupler plusieurs indicateurs pour caractériser représentativement la solution. C'est ce que je disais tantôt. Il ne sert à rien de disposer d'un seul indicateur dans la production, alors que cet indicateur ne nous permet pas d'apprécier la performance globale de l'entreprise. Et en troisième lieu, troisième qualité de l'indicateur, l'opérationnalité d'un indicateur. Les indicateurs déployés doivent permettre de donner des informations valides pour prendre des décisions à temps. Les indicateurs rétroviseurs qui caractérisent une situation dépassée ne permettent pas d'agir sur les résultats en déclenchant des actions correctives ou préventives si les seuils d'alerte sont déjà atteints. Comme je disais tantôt, on doit changer de logique. On ne doit plus contrôler les opérations, mais on doit piloter les opérations. Le pilotage est idéal au contrôle parce qu'avec le pilotage, on peut prendre des mesures et des actions opportunes pour amener la situation qui n'était plus sous contrôle à une situation qui est sous contrôle. Maintenant, nous allons voir ici comment trouver des objectifs pertinents pour nos indicateurs. Pour trouver des objectifs pertinents pour nos indicateurs, nous avons la possibilité d'utiliser plusieurs méthodes. Dans notre cas, dans ce module, nous aborderons deux méthodes. La première méthode consiste, qui est généralement appliquée en entreprise, est une méthode scolaire, mais qui peut se révéler pertinente pour nous pousser à raisonner ainsi. Premièrement, on détermine la finalité des processus, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le processus existe. Secondairement, on arrête notre choix sur un indicateur permettant de se positionner par rapport à la finalité visée et on précise le mode de calcul. C'est-à-dire, on a déjà établi notre objectif. Notre objectif peut être, par exemple, d'améliorer la satisfaction client. Maintenant, on va choisir un indicateur qui peut nous permettre de voir si nous avons amélioré ou pas la satisfaction de nos clients. L'indicateur, comme dans le cas que je viens par exemple de citer, pourrait par exemple être le taux de clients satisfaits. C'est-à-dire qu'on a l'objectif qui est améliorer la satisfaction client. Maintenant, après, on a l'indicateur qui nous permet de savoir si nous sommes en train d'atteindre cet objectif. Peut être le taux de satisfaction des clients. Et en troisième et dernier lieu, on va choisir un niveau pour notre objectif, nous permettant d'évaluer la performance en rapport avec la finalité du processus et d'en fixer une cible à atteindre ou un niveau critique en dessous duquel il ne faut pas descendre. Et que dans le cas que j'avais par exemple pris, si on avait comme objectif améliorer la satisfaction client, l'indicateur que nous avons mis était le taux de clients satisfaits. Nous allons maintenant donner une cible qui va nous permettre de voir si nous sommes en train de résoudre cet objectif ou pas. La cible ici pourra par exemple être que
le taux de clients satisfaits doit être de 95%. C'est à là que l'entreprise compte y aller. Maintenant, nous allons maintenant voir ici un exemple d'application pour illustrer la méthode scolaire ou la méthode qu'on applique généralement en entreprise. Nous allons prendre ici un objectif pour un processus logistique. La finalité du processus est de livrer des clients en temps et en heure en assurant l'intégralité du colis. Maintenant, pour mesurer ici le présent de livraison non conforme, c'est-à-dire dont la date de livraison est supérieure à celle indiquée contractuellement et ou celle dont le produit a été livré en endommagé. Ça veut dire que la finalité était de livrer des clients à temps. Maintenant, l'indicateur que nous permettons de savoir si nous livrons des clients à temps, c'est par exemple le nombre de livraisons qui ont été faites dans les délais. Et en 3, on choisit maintenant la cible de cet indicateur. Nous choisissons ici 5% qui correspond au niveau de livraison non conforme pour le leader de notre secteur d'activité. Ça veut dire que la cible ici à atteindre, c'est 5% de clients, non, 5% de commandes qui n'auront pas été livrées dans les délais. C'est-à-dire qu'on doit livrer dans les délais 95% de nos clients. Je tiens également à préciser que les cibles ne sont pas déterminées au hasard. Car si nous déterminons des cibles au hasard, ça ne nous aidera pas dans le but d'apprécier la performance de notre processus. La cible devra être rédigée à travers un consensus. Et cette cible devra être revue considérablement car l'entreprise doit s'améliorer en continu. Et en seconde méthode, nous verrons la méthode comment trouver des indicateurs pertinents. Pour trouver des indicateurs pertinents, on va utiliser une méthodologie qui interroge sur les critères de pertinence. Un bon indicateur doit avoir les critères suivants. Un bon indicateur mesure l'objectif. C'est-à-dire les indicateurs présentés sont choisis en fonction des objectifs. Un indicateur oriente toujours l'action pour laquelle il devra être en accord avec celui-ci. C'est-à-dire que, étant donné que l'indicateur est mis selon l'objectif, cet indicateur doit nous permettre donc de mesurer l'objectif. Second lieu, un indicateur doit être présentable. Il doit pouvoir être présenté aisément sur le poste de travail. Troisième lieu, un indicateur doit être fiable au sens du décideur, car c'est celui qui utilise l'indicateur. L'indicateur doit permettre au décideur de prendre des informations justes, car nous présentons depuis ici les bienfaits de l'indicateur, mais nous tenons à préciser qu'un indicateur qui est mal conçu peut être un véritable frein à l'amélioration d'une entreprise, car l'indicateur mal conçu ne permettra pas aux décideurs de prendre des décisions bonnes. En troisième lieu, un indicateur implique l'action. L'indicateur doit inciter quelque part chez l'utilisateur des envies de prendre des décisions. Il ne doit pas le laisser indifférent. Il n'est pas un instrument de stress, mais il est un instrument de pilotage. En troisième point, l'indicateur doit être en temps réel. Le bon indicateur s'exprime en temps réel. Le tableau de bord ne présente que les indicateurs pertinents. Il est important que nous puissions rafraîchir nos tableaux de bord continuellement. Mais ce problème de rafraîchissement est ce n'est plus un problème très sérieux parce que nous disposons aujourd'hui de véritables outils informatiques nous permettant de faire des rafraîchissements même à la seconde si nous voulons. Nous pouvons prendre par exemple des tableaux de bord qu'on conçoit avec Excel. Ils sont rafraîchis automatiquement. C'est-à-dire chaque fois que tu entres une donnée, le tableau de bord se rafraîchira automatiquement. En quatrième lieu, l'indicateur doit être réalisable. Il doit être réalisé avec un coût acceptable. Maintenant, ici, nous allons voir quelques exemples d'indicateurs. Nous commencerons d'abord par les indicateurs de santé et sécurité au travail. Comme indicateur de santé et sécurité au travail, nous pourrons par exemple avoir le taux d'absentéisme, le nombre d'accidents avec arrêt, le nombre d'accidents sans arrêt, le nombre d'accidents de travail, le nombre d'accidents de trajet, le taux de fréquence d'accidents, le taux de gravité. Nous pouvons également avoir comme autre exemple d'indicateurs les indicateurs de production. Comme exemple, nous pouvons citer ici la conformité en fabrication, le rendement après mesure, le taux de non-conformité aux procédures, le nombre de produits non conformes sur le nombre de produits.
le nombre de produits, autant pour moi. Nous pourrons également voir les indicateurs de satisfaction interne. On va par exemple là voir le taux d'implication du personnel, le taux d'absentéisme, le taux le taux d'absentéisme, autant d'indicateurs qui nous concernent nous en interne. Et en troisième, nous avons également les indicateurs commerciaux. Nous pourrons voir par exemple le pourcentage de retard dans les délais, le bilan des négociations, le total des heures de production. Nous sommes ici arrivés à la fin de ce module qui parlant des comment définir des indicateurs de performance. Il avait été question durant ce module de voir quels sont les différents types d'indicateurs et comment savoir quels sont les différents types d'indicateurs, quelles sont les qualités d'un indicateur, comment trouver des indicateurs adaptés à nos besoins. Et enfin, nous avons vu comment maintenant mettre en place ces indicateurs. Et enfin, nous allons donner quelques exemples d'indicateurs. Nous sommes ainsi arrivés au terme de ce module, au cours duquel il avait été question pour nous de voir les différents aspects relatifs aux indicateurs. Nous tenons à rappeler que ce module est la continuité du premier module, au cours de laquelle nous avons vu comment on déploie la stratégie. Donc, pour me résumer, pour voir notre avancement, nous avons déjà vu comment est-ce que on définit, on fixe un objectif stratégique, comment on traduit cet objectif stratégique en objectif opérationnel. Maintenant, au niveau opérationnel, comment mettre des indicateurs pour vraiment vérifier que nous sommes en train d'atteindre les différents objectifs qui nous sont été fixés. En troisième module, qui sera fait demain, nous verrons le tableau de bord en général. C'est-à-dire, nous n'allons pas voir demain comment est-ce qu'on construit le tableau de bord. Demain, nous verrons la méthodologie de construction du tableau de bord. C'est en cinquième module que nous verrons concrètement comment on conçoit un tableau de bord avec Excel. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à me rejoindre sur Facebook QHS Academy et également sur YouTube. Je vous prie vraiment de me rejoindre sur Facebook car le fait que je publie mes publications dans différents groupes, ça me rend un peu la tâche difficile et ne me permet pas non plus de répondre au maximum de personnes, étant donné le fait que mon action est limitée dans d'autres groupes. D'autres groupes ne me permettent pas d'écrire un certain nombre de commentaires. Bon, je vous invite tous à me rejoindre sur ma page Facebook QHSE Academy. Je vous invite également à me rejoindre sur YouTube QHSE Academy, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour recevoir les différents modules de formation, les packages de documents. N'hésitez surtout pas à aller visiter mon site web dont le lien se trouve en présentation de cette chaîne YouTube. C'était Wadbo Ivan de QHSE Academy. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite également à mettre en commentaire de la vidéo vos suggestions, appréciations ainsi que vos différentes questions. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir la suite de la formation et lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Mettez également toutes les problématiques et thématiques QHSE que vous aimeriez que l'on aborde notre chaîne. Ce fut un plaisir d'être avec vous. Je vous dis à demain, même heure, 17 h pour la suite de la formation.